Aujourd'hui, dans une direction des achats, il y a un process. Bien sûr qu'on met un process à disposition des métiers, mais il ne faut pas se tromper. Si on fait que du métier à la direction des achats, on n'amène pas la plus-value qui est attendue d'un directeur achat. Donc, bonjour Bertrand Pouilloux, bienvenue au podcast des achats. Vous êtes donc le directeur des achats d'Enedis, ex-ERDF, depuis 2018 et vous pilotez 4,7 milliards d'euros de dépenses pour Enedis avec une équipe de 167 acheteurs en France. Aujourd'hui, vous allez nous présenter les 3 indicateurs clés des achats pour anticiper une pandémie. La direction des achats d'Enedis, vous l'avez dit, c'est 4,7 milliards de dépenses. C'est un bel objet, ce sont des belles équipes. Et il y a toute une démarche à incarner et tout un process à impulser. Quasi plus de 30 ans de carrière chez le distributeur, c'est forcément beaucoup de rencontres, beaucoup de territoires, parce qu'il y a un ancrage d'Enedis sur tout le territoire et on travaille avec les territoires dans cette entreprise. Moi, ce que je trouve très intéressant dans votre parcours, c'est la capacité d'un directeur achat à avoir fait énormément de métiers dans son entreprise pour comprendre finalement les impacts des achats au niveau opérationnel, ce que rarement les acheteurs ont en phase 2 en fait. La plupart du temps, les acheteurs sortent d'une école de commerce, ont des expériences achats, mais ne se rendent pas compte de l'impact réel opérationnel des négociations achats qu'ils font. Et je pense que cette expérience que vous avez eue dans tous les autres métiers au sein de votre entreprise vous ont forgé, entre guillemets, une conviction au niveau des achats. Oui, oui. Et encore une fois, vis-à-vis de mes collègues qui ont fait des études d'achat et des cursus achats, je voudrais être très humble et très reconnaissant. Je pense qu'il y a plusieurs parcours qui peuvent mener à directeur des achats. Et aujourd'hui, en plus, vous avez un impact très local. J'ai vu que vous faisiez 95% de vos achats au niveau national, dont plus de la moitié auprès de TPE, PME. C'est-à-dire que vous avez une proximité sur les territoires qui est prépondérante et à mon avis que très peu d'industries ont à leur actif. Enedis aujourd'hui, c'est le distributeur de tous les fournisseurs d'énergie électrique. Et donc, à partir de là, on est en contact direct avec tous les clients. Alors, on parle souvent de nous pendant les crises, forcément, les crises climatiques, mais on peut aussi parler de nous pour tout ce qui est les raccordements. C'est Enedis qui raccorde les clients au réseau. Et toute cette dimension, elle fait que notre présence, elle est 100% territoriale. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai une activité de construction des réseaux à acheter qui est particulièrement, je dirais, forcément locale. Donc en fait, il y a toute une logique de construction d'un panel territorial. Et vous l'avez dit tout à l'heure, on a lui été labellisé le 20 décembre 2019. Cette notion de relation fournisseur-achat responsable, je la défends et j'en fais vraiment la colonne vertébrale de l'animation de notre panel. La relation fournisseur, c'est une dimension extrêmement forte. C'est ce qu'on a constaté. Alors, donc, si on se focalise vraiment maintenant sur le thème de notre discussion, c'est-à-dire les indicateurs achats pour anticiper une pandémie, moi, ce que j'ai noté dès le début de la crise, voire même de manière anticipée, début mars, avant que la crise éclate complètement, ce sont des mises en place de dispositifs très structurés d'accompagnement de votre filière fournisseur. Donc, ce qui serait intéressant, alors j'ai la liste, je vais pas la lister, je vous la mettrai sous la vidéo, mais des actions très concrètes d'aide à vos fournisseurs, mais qui finalement sont ancrées depuis déjà une stratégie anticipée. Et c'est ça que j'aimerais que vous nous expliquiez, c'est comment vous avez construit finalement cette stratégie pour qu'aujourd'hui, en pleine crise, vous soyez opérationnel et que vous accompagniez sans trop de difficultés, on va pas dire sans difficulté du tout, mais sans trop de difficultés votre base de supply chain. De toute façon, Olivier, c'est pour moi une évidence qu'une relation, vous la créez pas en temps de crise. Je veux dire, c'est pendant les temps paisibles et de calme plat que vous créez une relation. Ça c'est le premier point. Donc, Enedis ayant souhaité de candidater au label Relation fournisseur achat responsable, ça veut dire qu'on a depuis longtemps et c'est ancré, c'est pareil. Je veux dire, je vais vous donner quelques exemples. Mais aujourd'hui, penser qu'Enedis pourrait faire son activité sans ses fournisseurs de travaux de réseau ou ses fournisseurs de matériel serait une pure erreur stratégique, clairement. Donc, lors des rencontres achats, on évoquait par exemple, nous achetons 2 milliards d'euros d'achats de travaux réseau par an, quand la masse salariale de l'entreprise, c'est 2 milliards.
Donc, ça vous dit tout de suite le parallèle. Aujourd'hui, faire notre activité de distributeur, c'est la faire avec des prestataires de bon niveau. Donc, on a historiquement chez Enedis une relation à deux niveaux. On a une relation au niveau national avec les organisations professionnelles, le CERS, le SNER, pour les plus importantes, le CERS, le SNER, le GIMELEC, le SICABEL. Et je dirais au rythme de, peut-être pas tous les mois, mais tous les 2 mois, on a des comités de liaison nationaux. Et dans le même registre, on a aussi des comités de liaison régionaux. Ça, c'était 2019. On avait donc une relation durable, entretenue. Quand le Covid est arrivé et nous est tombé dessus, on a intensifié nos relations. Je dirais toutes les semaines, quasi, on avait une réunion, nous, au niveau national, et ça rebouclait le lendemain ou le surlendemain avec le régional. C'est-à-dire que les directeurs régionaux étaient animés par moi-même et le directeur du patrimoine, et les organisations professionnelles nationales passaient les infos au régional. Et après, je dirais, c'est le bon sens qui a prévalu. Moi, vous l'avez vu dans tout ce qu'on a mis en œuvre, que ce soit les délais de paiement, que ce soit l'affacturage inversé, que ce soit les attachements à date du réalisé. Tous ces points-là, on les a mis en œuvre. Il y en a un dont les prestataires nous remercient encore, ils nous le disent encore. On a fourni des attestations de non-commande. D'accord, ouais, pour les conforter finalement, les rassurer sur leur situation actuelle. Plus pour qu'ils soient légitimes à demander le chômage partiel. Ah, on oui. a signé une attestation disant nous, Enedis, reconnaissons que nous avons confiné nos activités opérationnelles dans ce contexte. Nous ne pouvons. Et on l'a renouvelé toutes les semaines. Toutes les semaines. Alors, par contre, quand on a arrêté de confiner, on ne l'a plus signé. Mais je veux dire, quand on était en mode confinement, eh bien, on a signé une attestation signifiant qu'on ne confiait pas de travail. Alors, vous savez, ce genre d'engagement, ça a de la valeur pour une entreprise. Alors, ça a une valeur pour une entreprise qui est un grand groupe, mais pour une TPE-PME, je ne vous fais pas de dessin. C'est encore plus fort. J'imagine. Et là, on est typiquement, tout ce que vous venez de présenter s'accorde vraiment sur la partie relation fournisseur. C'est-à-dire le premier indicateur que vous mettez en avant, c'est cette partie relation fournisseur. C'est la manière d'accompagner au jour le jour ces fournisseurs, anticiper et être transparent sur les décisions que vous prenez, et puis de les mettre en œuvre telles que vous les avez présentées. Et je pense que c'est vraiment un point clé. Et ça me fait rebondir sur un point, parce que là, on parle finalement de relations existantes, mais au démarrage, pour créer cette relation, pour sélectionner vos fournisseurs, est-ce que vous appliquez une méthode particulière qui vous permet de dire, à terme, on a eu un processus de sélection qui permet d'être confiant et d'avoir des fournisseurs qui reflètent notre image de responsabilité et qui seront dans la lignée de ce qu'on veut mettre en place? Notre panel est relativement stable, parce que c'est pareil, ça se saurait si pour aller faire des tranchées sur 2 ou 3 kilomètres, en se levant le matin, on pouvait décider. Voilà. Donc, en fait, on le renouvelle, je pense, je vais vous dire peut-être de l'ordre de 5 à 10%, mais pas plus. D'accord. Je veux dire, donc, soit c'est parce qu'il y a eu des fusions, soit des acquisitions, soit des transferts, soit des créations d'entreprises, mais c'est plutôt marginal. Donc, en fait, on est sur des relations inscrites dans la durée. Nos marchés cadres, par exemple, sont généralement pour une durée de 3, 4, voire 5. Des fois, c'est des 3 plus 1 plus 1. Donc, quand vous prenez un contrat cadre chez Enedis, c'est du 3 plus 1 plus 1. Il vaut mieux que ça se passe bien. Donc, on a des bordereaux de prix qui sont structurés. On partage. Et encore une fois, si à un moment, ça achoppe trop, moi j'ai une porte de sortie. C'est de dire, dans ce cas-là, il ne faut plus travailler ensemble. Oui, non, mais je vois, c'est cette anticipation. Et on vient d'ailleurs sur le deuxième indicateur que vous suivez, que sont la gestion des données. Alors, ce que j'ai trouvé impressionnant, effectivement, et que je vois rarement chez des grands groupes, c'est le fait d'avoir un seul outil, un seul ERP. Surtout que vous êtes éclaté sur tout le territoire. J'imagine que l'installation, ça fait sans doute longtemps que vous l'avez mis en place, mais pour autant, ça a dû être un chantier phénoménal. Et on le rencontre rarement, finalement, au sein de grands groupes qui généralement multiplient les ERP, les outils, etc. Et donc là, la force de ces données, j'aimerais que vous puissiez nous l'expliquer. Bon, je vous l'ai dit, je bénéficie d'une situation très favorisante, puisqu'un seul ERP, j'ai envie de dire que l'entreprise Enedis, elle est bien gouvernée, elle est bien dirigée.
elle a une histoire. Donc, ce distributeur, encore une fois, 38 000 collaborateurs, il faut un alignement. Cet alignement, s'il est vrai au niveau de l'ERP, il est vrai aussi dans nos pratiques de distribution d'électricité, dans nos pratiques de gestion de crise. Aujourd'hui, quand vous avez une gestion de crise, dès qu'elle va dépasser une DR, il y aura un pilotage national. Vous avez probablement entendu parler de la force d'intervention rapide d'électricité. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on va, mais qui sont organisées. Je veux dire, un coup de vent annoncé en Bretagne pour aujourd'hui, je vais commencer à déplacer des groupes électrogènes et des équipes hier, parce que je prépare cette gestion de crise. L'exigence est tellement forte. Voilà. Et donc, moi, j'ai toujours dit qu'il y avait une force dans les données, c'est-à-dire que disposant dans un seul réservoir de données l'ensemble des données de mon SI achat, quoi de plus simple que de construire votre top 5 au niveau national. Moi, tous les mois, je sors le top 5, que je transmets au membre du COMEX. Quoi de plus simple que de transmettre à tous vos directeurs régionaux leur top 5 dans le domaine des travaux, dans le domaine de l'informatique, dans le domaine du tertiaire prestation. Tout ça, je le fournis tous les mois. Et c'est nous qui le faisons au niveau de la direction des achats. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a un vrai besoin de connaître ces données à fréquence mensuelle. Tous mes marchés sont sur le même ERP également. Je suis capable, pour l'intégralité des marchés de l'entreprise, de faire un nuage de points par direction régionale, par métier, en mettant en abscisse la durée du marché, en ordonnée le niveau de consommation du marché. Et c'est assez facile. Soit vous êtes sur une boîte Y égale X et vous vous dites mon marché, il est linéaire, tout se passe bien. Soit vous êtes complètement dans les deux corps, en haut à gauche ou en bas à droite. Et là, vous pouvez sonner une alerte. Et cette application-là, on l'a construite. On a même une jauge. C'est-à-dire qu'on peut regarder que les marchés supérieurs à 1 million d'euros, à 10 millions d'euros. Voilà. Donc, vous allez avoir un nuage de points verts et rouges. Vous cliquez sur le point et ça vous dit si votre marché il est aligné, pas aligné. Après, j'ai le taux de marché confié au TPE-PME. J'ai le taux de marché confié au secteur travail protégé. J'ai le nombre de factures émises. Toutes ces données-là, on les sort, encore une fois, mensuellement et à toutes les mailles. C'est-à-dire que tous les directeurs régionaux reçoivent. Et les acheteurs en disposent aussi. Évidemment qu'un acheteur doit connaître son panel. Mais si un acheteur ne connaît pas déjà ses datas, je pense que ce n'est pas quand il va aller visiter une entreprise, ça ou là, que ça présentera un intérêt. Bien sûr que l'échange verbal sur la stratégie, mais les datas, c'est majeur. Quand vous allez chez un fournisseur, que vous emmenez un membre du directoire et que vous lui dites on a choisi de vous visiter, vous, parce que vous êtes le numéro 2 des fournisseurs d'Enedis, je ne pense pas qu'il le savait. Mais je peux vous dire, quand vous lui dites que c'est pour ça que vous l'avez choisi, il en fait une fierté. Oui, j'imagine. Et aujourd'hui, donc je rappelle, effectivement, vous parliez des différents pôles. Vous travaillez sur 4 pôles. Le pôle matériel, travaux, informatique et télécom, et tertiaire et achats généraux. Et donc, à travers ces données, vous avez tous vos acheteurs, 167 acheteurs, finalement, accèdent à ces données pour catégoriser, j'ai envie de dire, tous ces fournisseurs sur tous ces critères, que ce soit les critères de catégorie d'achat, de taille d'entreprise, de travail adapté, etc. Et chaque pôle d'achat va être responsable de communiquer également en interne pour faire passer les messages sur les dépenses, les fournisseurs clés sur leur pôle. Alors, là-dessus, sur ce point-là, j'ai aussi une précision à vous donner. Je trouve qu'on a trop la culture du secret sur les datas du système d'information achat. Je veux dire, les 167 acheteurs, comme vous le dites, voient tout. Et à la limite, je n'aurais pas de difficulté, même si encore plus de monde voyait tout. Vous savez, quand je viens collecter un marché dans mon ERP, il est déjà visible de tellement de monde qu'il est plus secret. Je veux dire. Étant soumis au code de la commande publique, tous mes marchés sont soumis à publicité, sont publiés au JOUE. Vous savez, toutes ces données-là font que si je veux reconstituer les données, j'y arriverai. Donc, à partir de là, à quoi bon les cacher? Donc, cette culture du secret, je ne l'ai pas.
Alors maintenant, je ne vais pas vous dire qu'en phase de négociation, je communiquerai mes prix, je ne suis pas acheteur pour rien. Mais lorsque le marché est conclu, je ne vais pas vous dire qu'il est public, mais il y a tellement de monde qui peut avoir accès à ces données-là qu'il le devient quasi. Donc, pour répondre à votre question, tout le monde voit tout et tout le monde est habilité à tout. C'est une vraie philosophie managériale que je développe avec des engagements. Il y a des engagements de confidentialité qui sont signés par tous les acheteurs. Il y a des engagements d'éthique également. Donc, toute cette démarche-là, on l'a fait. Mais à partir de là, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Et j'aime pas en avoir le référentiel de la filière achat et approvisionnement. On le distribue à qui nous le demande. Je veux dire, un prestataire qui souhaite avoir le référentiel, je le lui donne. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de secret à lui expliquer comment marche notre process. Je veux dire, voilà, il ne va pas trouver de prix. On va revenir sur ce process. Pour conclure un peu sur ces données, de quelle manière vous avez utilisé ces données en mars pour finalement préparer un plan, ce que vous appelez un dispositif anti-crise? Il y a eu deux choses, Olivier. D'abord, il y a eu un véritable calvaire. La donnée TPE-PME n'est pas native dans notre SI. Et quand on a voulu payer cash les TPE-PME, un calvaire. On y a passé 2 à 3 jours quasi non-stop. On les a quasi flagués, tagués un à un. Donc ça, c'était… Combien de fournisseurs chez Enedis? J'imagine des milliers. Chez Enedis, je dirais j'ai 2000 fournisseurs actifs. Ce que j'appelle des fournisseurs actifs, c'est des fournisseurs avec lesquels je traite plus de 20 kg euros à l'année. Ouais, c'est vrai. Parce qu'après, je veux dire, si je vous parle de mon référentiel, j'imagine qu'on est peut-être à 10 000 fournisseurs dans mon référentiel. Oui, c'est le 80-20. Voilà. Donc là encore, c'est les datas. C'est-à-dire que je sors tous les mois le nombre de fournisseurs avec lesquels on a traité sur une année plus de 20 000 euros. Donc cette notion, on traite 1 million de factures. Ouais. Donc, oui, ça vous dit l'accélération des délais de paiement, 12 000 factures. On a accéléré 12 000 factures. Voilà. Et puis passer de 40% de factures dématérialisées à 70% à la fin de l'année, au final, ça représente des centaines de milliers de factures digitalisées et un process accéléré. Mais complètement. Quand je vous parlais de dématérialiser tout à l'heure, la signature électronique des marchés m'a fait gagner un temps fou. Oui. La signature électronique des marchés. S'il y a des directions achats qui nous écoutent, qui n'ont pas encore mis en œuvre la signature électronique des marchés, je les invite à vivement y réfléchir. Non. Sur le process achat, je pense que c'est le meilleur rapport temps investi, temps gagné. La signature électronique des marchés, c'est vraiment assez exceptionnel. Ça vous a permis justement de poursuivre vos marchés, vos appels au marché pendant la crise? Ce fait d'être dématérialisé? Quand je vous dis qu'on est 100% dématérialisé, je mets la signature des marchés. Je mets la signature des marchés dedans, bien sûr. Donc, identifier les TPE-PME et puis après, faire des simulations. Parce que quand vous proposez à votre directeur finance, au directoire, si on va accélérer les délais de paiement, il faut quand même être capable de dire sur le cash ce que ça va générer. Donc, ça, bien sûr, les datas, c'était encore une donnée supplémentaire. Je vois. Ça nous mène d'ailleurs sur notre troisième indicateur, qui sont les procédures. Finalement, donc, les procédures, vous les aviez et vous allez nous les expliquer, sachant qu'en plus, vous avez des procédures plus ou moins strictes avec le Code des marchés publics. Et vous avez également adapté vos procédures au travail à distance depuis mars, et vous êtes totalement opérationnel aujourd'hui, j'imagine. Comment vous avez justement mis en place ces procédures, les faire accepter à tout le monde? En fait, les procédures, moi, je le décline sous le terme de référentiel de la filière achat et approvisionnement. En fait, quand j'ai pris mes fonctions en 2018, j'ai le souvenir d'avoir demandé à mon comité de direction quels sont les textes qui, pour vous, font référence. C'est-à-dire que n'importe quel acheteur doit être capable de porter, de diffuser, d'utiliser au quotidien. Et en fait, on en a trouvé 5. Et à partir de là, on a créé carrément un bouquin dans lequel on a positionné ces 5 documents. J'ai pris le soin de les actualiser. Donc, il y a la politique achat,
La politique achat Ouais. d'Enedis, elle a été revisitée en 2018, elle vient de l'être encore en 2020, sur des process assez simples. Je vais essayer de vous donner les 6 principes de mémoire, mais elle s'appuie sur 6 principes. Le premier, c'est le métier est responsable de la dépense. Donc, ce n'est pas la Mhm. direction des achats qui a la responsabilité de la dépense, c'est le métier. Le deuxième, c'est la relation entre le métier et l'acheteur et une condition à la réussite de l'achat. Le troisième, c'est les paiements. Je les ai dans le désordre, hein. C'est la loi LME. Ouais. Le quatrième, c'est le marché cadre et le socle de nos approvisionnements. C'est-à-dire que quand il y a un marché cadre, je ne vais pas voir ailleurs. Ouais. Le cinquième, c'est au-delà de 20 kg euros, on fait appel à un acheteur. Donc, on met en concurrence à partir de 20 kg euros. Donc, si tu n'as pas de marché cadre, si tu es au-dessus de 20 kg euros, il faut plusieurs devis. Tu n'as pas de délégation pour ça. Et le dernier, c'est on respecte les attendus du label relation fournisseur-achat responsable. Ouais. Donc ça, c'est ma politique. Après, il y a une deuxième note qui est la note des délégations. Parce que je pense que dans toutes nos entreprises, il y a un souci sur les délégations. C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'on est patron, parce qu'on a un rang hiérarchique, on pense qu'on a le pouvoir. Sauf que le pouvoir, ça vaut la peine de le réinterroger. Donc, on a remis à jour la note de délégation en expliquant bien que sur tel ou tel segment, par exemple, il ne suffisait pas d'être manager pour avoir une délégation et un pouvoir de signature. Donc, ça, c'était la note de délégation. C'est Après, il y avait un le principe de processus. responsabilisation, j'imagine, aussi des équipes. Oui, responsabilisation, mais encore une fois, c'est pas parce que je peux signer plusieurs millions de travaux dans le domaine de la construction, plusieurs millions dans le domaine de la construction des réseaux, que je peux signer plusieurs millions dans le domaine des prestations intellectuelles. Ma Ouais. délégation, elle est faite par segment et je peux Elle est pas. ciblée. Ouais. Voilà. J'aime pas le terme siloté, mais là, elle est faite par segment. Et donc, si je suis opérateur en région pour construire des réseaux, j'ai des délégations qui montent sur des montants élevés, qui ont des montants élevés dans ce domaine-là. Mais dans le domaine des prestations intellectuelles, elles sont plutôt réduites. Et donc, il faut aller chercher la signature chez qui a le pouvoir. Et là où ça se complique, c'est quand vous avez déjà fait le boulot et que vous voulez signer la commande. Là, Ouais. ça peut se compliquer. Ça peut se compliquer. Moi, je dis souvent à nos prestataires, parce que le référentiel, je le donne même à nos prestataires. Je dis souvent à des prestataires, la meilleure garantie d'être payé, c'est quand même d'avoir une commande. Donc, un prestataire qui fait du boulot sans commande, je lui dis, je ne Ouais, comprends il pas que vous prend un le mettiez en risque. risque comme ça. C'est un vrai risque. Et donc, le processus acheter-approvisionner, on était rentré chez Enedis dans un dispositif de description simplifiée des processus, ce qui fait que le processus acheter-approvisionner, il tenait en 6 planches de PowerPoint. 6 planches. Et là, j'ai quand même dit aux équipes, 6 planches pour décrire 4 milliards 7 et pour décrire 1 million de factures, ça me semble trop peu. Donc en fait, on en a écrit 60 pages Ah dans oui. lesquelles on décrit l'ensemble du process. Et ce qui est assez amusant, c'est que des gens découvrent des fois ce référentiel sur le bureau d'un acheteur, par exemple, et ils le demandent. Ils disent, mais je ne peux pas en avoir un. Et là, je ne vous cache pas qu'une de nos satisfactions d'acheteurs, quand on nous demande ce référentiel, la partie est gagnée. Ouais. Et c'est d'ailleurs le mode de diffusion qu'on a retenu. Partant du principe que tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur, on ne diffuse pas le référentiel, on le remet. Donc, soit on le remet Ouais, à à la demande. quelqu'un dont on sait qu'il en a besoin, soit on le remet à quelqu'un qui nous le demande, mais on ne le diffuse pas. Voilà. Je Et vois. donc, ce référentiel, on le fait vivre, je dirais, tous les ans, et on en fait une édition annuelle à l'occasion des rencontres achats et approvisionnement qui sont tenues il y a le 25 Il y a novembre, une ça semaine ou s'est deux. passé, mercredi dernier. Ouais. Et donc, on réunit 300 à 400 personnes que sont les acheteurs et les responsables régionaux de l'activité achat et approvisionnement et les responsables des directions métiers. Et à cette occasion-là, on remet à chaque participant un référentiel. Donc, le référentiel de l'année 2020, il est daté du 25 novembre. D'accord, très, très récent, effectivement. Et c'est intéressant parce que finalement, vous rassemblez, je crois, toutes vos équipes, élargies tous les ans, autour de novembre, de ce que j'ai compris. Et cette année, vous l'avez adapté en plus en mode digital, ce qui n'a pas dû être évident à mettre en œuvre. Et vous faites passer donc à nouveau ces messages de nouveauté à la fois sur ce référentiel et puis sur l'entreprise, j'imagine.
Oui, on en a créé, on l'a inscrit un peu dans les rites et rythmes de la filière. Une fois par an, la filière se réunit. Donc après, il faut trouver la matière. Là, cette année, on avait construit la matière autour du label relation fournisseur achat responsable et du projet industriel et humain construit dans le cadre de l'arrivée de la nouvelle présidente. Une nouvelle présidente, c'est une nouvelle gouvernance, c'est une nouvelle ambition. Et donc, on a largement commenté dans le cadre de ces rencontres le projet industriel et humain tel qu'il a été décliné il y a quelques mois autour de son ambition. L'ambition du distributeur qui est d'être demain le service public préféré au service de la transition écologique. Ouais, une ambition effectivement à la fois honorable et sans doute très difficile à mettre en œuvre avec les contraintes qu'on peut avoir par ailleurs. Alors, ce qui est fort dans le projet industriel et humain, c'est il y a une ambition, effectivement, c'est tout le sens d'une ambition que d'être large et voulu, et, je veux dire ambitieuse, ce serait pas, mais qui rayonne. Par contre, dessous, elle se décline en 8 engagements et 8 thématiques. Et à partir de ces engagements et de ces thématiques, elle est portée par l'ensemble du personnel. Ça a été une grosse co-construction, puisqu'à l'origine, c'est le personnel qui a émis ces idées. Il y avait une très, très grosse consultation permettant d'associer tout le personnel. Si je vous donne des engagements tels que réduire par 2 le temps de délai des raccordements, c'est un travail collectif. La direction des achats sera contributrice de cet engagement parce que les raccordements, ce sont les prestataires de travaux et il faut nécessairement qu'on associe les prestataires de travaux pour réussir cet engagement. Et puis, j'avais une dernière question, en fait, justement, sur l'impact des achats avec le code des marchés publics par rapport à des entreprises privées pendant une crise. Finalement, est-ce que ça n'a finalement eu très peu d'impact? Est-ce que ça vous a aidé d'avoir des procédures bien strictes ou au contraire, est-ce que ça a été délicat de le gérer en période de crise avec finalement un certain formalisme parfois de réception des offres, etc. et peut-être une logistique plus délicate pour déposer des offres ou des fournisseurs qui étaient moins réactifs? J'ai dit mercredi à la dernière édition des rencontres que je faisais partie de ceux qui considéraient que le code de la commande publique était une chance. Donc, je ne vais pas me faire avec des amis en disant ça, mais je pense que là où l'activité fait l'objet d'une gouvernance, est structurée, on sait où on va. Après, le code, il faut bien le connaître, et après, il faut savoir faire preuve de bon sens. Je veux dire, quand je dois réalimenter dans la vallée de la Vésubie, dans le sud-est de la France, tous les foyers sinistrés par les inondations, attendez, je suis capable de passer des marchés de location d'hélicoptères en quelques heures. Et je justifierai que je l'ai fait en quelques heures. Il faut savoir se ramener à des choses simples. Moi, je dis, si on regarde le référentiel, moi je dis que le processus achat, il n'est pas compliqué. Il suffit d'exprimer un besoin, de disposer d'offres de prix, de passer une commande, de réceptionner et de facturer. Si on fait ça dans le bon ordre, tout se passe bien. Et durant les phases de confinement, est-ce que vous avez constaté que les fournisseurs, pour le coup, avaient du mal à rentrer de manière plus facile dans ce process ou est-ce que finalement ils se sont adaptés rapidement malgré les dispositifs de travail à distance, etc. Moi, j'ai envie de dire qu'ils se sont adaptés. Je veux dire, tous les messages que vous écoutez dans la presse régionale et nationale vous disent que sur le chemin du numérique, on a gagné plusieurs années. Ouais, tout à fait. Nous les premiers, parce que je veux dire, notre portail, je ne suis pas sûr qu'on serait à plus de 70% en fin d'année. Et donc aujourd'hui, on parle d'actualité, on parle beaucoup de défaillance d'entreprise. Vous avez beaucoup aidé vos fournisseurs, pour autant, vos fournisseurs ont d'autres clients. Est-ce que vous anticipez également un travail en interne à faire pour visualiser les fournisseurs qui vont être vraiment impactés, peut-être disparaître ou peut-être avoir de vraies difficultés? Comment vos acheteurs vont gérer un peu cette transition, si tant est que vous ayez des fournisseurs dans cette situation? Je pense qu'on a peu de fournisseurs qui sont en situation de difficultés financières qui les amèneraient à la faillite, entre guillemets.
On peut avoir des phénomènes de fusion, acquisition, revente, sur lesquels, Ouais. bien évidemment, les acheteurs et les métiers, puisqu'encore une fois, 38 000 collaborateurs, 167 acheteurs, Mm. il faut être deux pour acheter. Le Ouais. métier est des fois mieux placé que l'acheteur pour savoir. Parce que moi, j'ai les datas, mais je n'ai pas la vie du terrain. Le métier, des fois, me remonte des informations dont il faut que je sache me nourrir. Donc, c'est en ça qu'il faut être capable de capter. Donc, je pense que tout le dispositif d'aide, même pas d'aide, mais de soutien et d'accompagnement et de partage qu'on a su construire avec nos prestataires fait que l'année 2020 sera une année, sera pas une bonne année, mais sera une année qui va passer, quoi. Voilà. Ils vont passer, il y a moyen de passer au travers. Oui, vous sentez, voilà, quand tout le monde s'en remettra au bout de quelques mois avec plus ou moins de difficultés. Oui, j'ai cette perception. Parce qu'au bout du bout, bon, le premier confinement, ça avait été 8 semaines, c'est donc 2 mois. Au bout du bout, on ne perd pas 2 mois d'activité chez Enedis. Parce que lorsqu'on a repris, on a repris à plus de 100%. Oui, vous avez eu une accélération pour rattraper finalement ces 2 mois de retard. Voilà. Et on donne de la visibilité déjà sur 2021 qui permet à nos fournisseurs de s'inscrire dans la durée. En fait, c'est sur ce point-là qu'ils sont très exigeants. C'est donner-nous de la visibilité. Bon, 2020, bon an, mal an, ça va aller. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler de 2021? C'est ça les demandes qu'on a. Je vois. Parfait. Écoutez, donc si je résume aujourd'hui les 3 indicateurs donc pour anticiper une pandémie, on a noté donc tout d'abord la relation fournisseur. Les 3 leviers. Les 3 leviers plutôt qu'indicateurs. Des leviers clés, les leviers clés pour anticiper ces problématiques. La relation fournisseur, la gestion des données et la mise en place de procédures que l'on communique à qui veut en prendre connaissance. Et qui sont connus, c'est-à-dire qu'on a un processus robuste. Une vraie transparence du processus. Super. Oui, tout à fait. Parfait. Est-ce que vous souhaitiez ajouter un mot? Ajouter un mot, on a dit beaucoup de choses déjà. Merci de m'avoir proposé cette émission radio. J'ai coutume de dire que ça fait partie du job des directeurs achats que d'incarner la filière. Et quand j'accepte et quand je réponds positivement à des invitations comme celle-ci, c'est surtout par le souci de valoriser la filière, parce que je trouve qu'on a un superbe métier. Et j'y associe encore une fois pas que les achats, mais les achats et les approvisionnements sont cœur dans le fonctionnement d'une entreprise. Et j'ai plaisir à en parler avec conviction et même avec passion. Parfait. Eh bien, Bertrand, merci beaucoup pour votre participation. On fera peut-être un nouveau podcast achat sur une autre thématique dans les mois qui viennent.